Lorsque vous avez 50, 100, peut-être 200 000 euros en argent, en cash réel, la question lorsque vous faites un investissement immobilier n'est plus de savoir si vous allez obtenir votre financement bancaire ou pas. On est d'accord. La question, elle est plutôt, est-ce que vous devez mettre de l'apport ou non et combien? Quel sera votre niveau d'engagement par rapport à votre investissement? Qu'on soit sur une résidence principale ou sur du locatif, peu importe, c'est la même chose. Est-ce que vous êtes en capacité aujourd'hui de faire all-in, de mettre tout votre argent sur la table pour cet investissement? Dans cette vidéo, vous imaginez bien, on ne va pas parler de taux d'intérêt, on ne va pas parler de calcul d'endettement, ça ne fait aucun sens, parce qu'on n'est pas du tout dans ce cas de figure-là. Je m'adresse à un très petit pourcentage de la population. On va essayer de voir ensemble qu'est-ce que ça change si je fais ce choix de mettre beaucoup d'apports ou l'inverse, si j'emprunte. En tout cas, chacune de ces deux décisions ont une importance, ont des bénéfices et des risques. Donc, on va essayer de voir comment décider, quels sont les cas positifs ou négatifs qu'on pourrait retrouver et donc vous aider à prendre de votre côté une décision. Commençons tout de suite par parler du gros apport, de ce que ça occasionne. On reviendra après sur le crédit, n'empêche. Voilà, il faudra en parler un petit peu quand même. Lorsque vous réalisez un investissement immobilier et que vous mettez un gros apport sur la table, peut-être que vous empruntez quand même, on s'en fiche, hein, vous pouvez très bien acheter un appartement à 250 000, vous mettez 200 000 cash, et vous empruntez 50 000. Peu importe, l'idée c'est pas d'avoir un cas précis, mais c'est de comprendre les éléments que je vais énoncer. Donc forcément, quand vous mettez un gros apport, soit vous n'avez pas de financement bancaire à faire, soit la banque va être très encline à vous prêter, parce qu'elle prend peu de risques à vous prêter de l'argent. Si jamais vous avez une problématique et vous ne remboursez pas le crédit, malheureusement la banque saisit le bien, enfin, les huissiers de justice vendent le bien et il y a assez de cash pour rembourser le reste du crédit. Elle ne porte pas un gros risque, donc elle est plus à même de vous prêter. Mettre un gros apport, ça va aussi vous permettre de réduire vos mensualités. On a toujours les taxes foncières, des charges d'électricité, des choses comme ça, mais vous n'avez plus à payer les mensualités de crédit, donc le remboursement du capital et surtout les intérêts que vous devez donner à la banque. Ou alors, s'il y a un crédit, vous payez une infime partie. Donc ça, c'est quand même plutôt des avantages. Il y a aussi un sentiment de sécurité, je dis bien sentiment, je souligne, j'entoure ce mot, sentiment, on va revenir un petit peu dessus après, parce que ça peut être le cas comme ne pas l'être, ça dépend des cas de figure. Et forcément, moi en tout cas, dans ce que j'ai vu dans les personnes que j'accompagne, c'est l'impression de réduire le risque. Je pose des questions, je vous écoute, et vraiment, j'ai l'impression que plus vous mettez d'apport, plus vous avez l'impression de réduire le risque. Je ne dis pas que c'est faux, mais je dis qu'on peut avoir une vision différente sur ce cas de figure-là. Ensuite, on va l'opposer, ce gros apport, au gros crédit. On se met de l'autre cas de figure. C'est quand même bien d'enlever des fois ses baskets, de se mettre dans celle des autres et de comprendre la situation inverse, pour être sûr que nous-mêmes, on ne s'engage pas dans une situation sans avoir pris en compte les différents facteurs, les différents éléments, informations, qui pourrait nous aider à prendre une décision plus pertinente. Lorsque vous faites un gros crédit, premièrement, vous gardez votre épargne. Vous avez peut-être les 100 000, les 200 000 euros sur votre compte. Peut-être que vous allez mettre juste l'apport nécessaire, voire pas d'apport à la banque. Donc, mettons que vous mettez 10%, 10 000, 20 000. Votre engagement à titre personnel, il est beaucoup plus faible. Vous gardez du cash sur le côté. Vu que vous gardez du cash, vous allez pouvoir faire face à des éléments du quotidien. On va en détailler après. Vu que vous faites un crédit, j'aime bien le dire comme ça, parce que c'est une réalité du terrain, même si beaucoup ne veulent pas l'entendre et le comprendre, vous faites un crédit, vous créez de l'argent en partenariat avec la banque, parce que quand vous faites un crédit, l'argent n'existe pas, on ne prend pas l'argent des autres pour vous le prêter. C'est la banque qui appuie sur des boutons et qui vous envoie de l'argent qui à la base n'existe pas. Ça vous permet d'acheter le bien. Alors oui, vous n'êtes pas propriétaire du bien tant que vous ne l'avez pas payé, mais certainement que vous faites un investissement locatif. Du coup, les locataires vont vous aider à payer ce crédit. Ou alors vous achetez votre résidence principale, c'est un travail, vous continuez de financer le bien, et l'argent que vous avez à côté, vous le conservez pour faire autre chose. Peut-être partir en voyage, peut-être vous le gardez sous le coude si vous avez un pépin.
La puissance du gros crédit, je viens de l'évoquer avec le locataire, c'est que le locataire paye le crédit. Donc, soit vous êtes en RP, c'est vous qui prenez tout en charge, soit vous êtes sur du locatif. L'idée avec le locatif, c'est de pouvoir bénéficier du temps des autres, qui, ces autres personnes ont un travail, gagnent leur vie et vous aident à financer votre bien. Un petit peu comme si vous aviez monté une entreprise, que vous avez des salariés, les salariés vous aident justement à accumuler, à multiplier votre temps de travail et donc à pouvoir construire quelque chose de plus grand que vous, à titre personnel, vous n'auriez pas pu avoir accès. Une forme d'entrepreneuriat d'une certaine manière. Et on n'a pas besoin de trouver des grosses idées de business pour faire de l'immobilier, c'est beaucoup plus simple. Lorsque vous faites un gros crédit, alors quand je dis gros crédit, toute chose étant égale par ailleurs, vous n'allez pas vous endetter à 50% par rapport à votre capacité d'endettement. Si vous faites les choses bien, vous pouvez peut-être faire à côté un deuxième, peut-être un troisième projet. Donc vous achetez votre résidence principale, peut-être que vous allez faire 1 ou 2 locatifs par exemple. Ou commencer par le locatif, finir par la résidence principale, vous faites comme vous le voulez, mais en tout cas vous pouvez faire plusieurs projets, alors que si vous mettez un gros apport, vous allez forcément connaître des limites. Des limites, une fois que vous avez mis tout votre argent, le deuxième, c'est beaucoup plus compliqué. Ou alors il faudra faire des hypothèques sur votre premier bien. Et donc ça pose d'autres niveaux de responsabilité. On le verra dans d'autres vidéos. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Une fois qu'on a dit tous ces points, moi j'aimerais bien rassembler les autres parce que souvent c'est ce que vous recherchez. Quand je discute avec vous, vous recherchez de la sécurité. La sécurité pour vous sentir bien dormir sur vos deux oreilles, ne pas perdre d'argent et ainsi de suite. Ok, c'est ok, on le comprend. Mais la sécurité, elle a un prix. Mettre tout son argent, par exemple, sur un seul bien, oui, ça vous met en sécurité parce que vous n'avez pas de crédit. Donc, si vous perdez votre travail, vous avez moins de charges à gérer. Mais cette sécurité, donc, elle a un prix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre épargne, elle est immobilisée. Okay. Au lieu d'avoir de l'argent sur un compte bancaire, vous pouvez changer de banque, vous pouvez acheter quelque chose, vous pouvez partir en voyage, vous pouvez investir, vous pouvez disposer de votre argent comme vous le souhaitez, comme vous l'entendez. Si l'argent il est investi dans votre bien immobilier, l'argent est immobilisé. Immobilisé. On ne peut pas le bouger. Vous ne pouvez pas demain vendre une chambre que vous avez dans votre appartement en trop pour récupérer 20-30 000 euros et payer les études de vos enfants, par exemple. Ça, c'est pas possible avec l'immobilier. Donc, cette sécurité, elle a un prix, votre épargne est immobilisée, vous êtes dépendant surtout d'un seul projet. Si vous avez tout mis votre argent, quasiment faire all-in, vous n'avez qu'un seul bien, vous êtes dépendant de celui-là. S'il a une problématique, partons dans des... Je le souhaite à personne, Et des fois, les assurances, elles ne remboursent pas tout. Vous avez des cataclysmes majeurs, une tempête, quelque chose d'assez anormal, ou peut-être une guerre. Regardez dans vos assurances, ce n'est pas remboursé. Donc si vous avez 200 000 euros investis dans un bien immobilier et que ce bien immobilier se fait détruire par une guerre, eh bien vous ne récupérerez pas d'argent, parce que les assurances ne vont pas vous suivre là-dessus. Je ne dis pas que l'une situation est bien, l'autre est moins bien. Je vous dis juste que la sécurité a un prix. Le lieu géographique. Lorsque vous investissez dans un bien immobilier, peut-être votre résidence principale, vous avez tout votre argent au même endroit. Si ce lieu géographique se dégrade parce que l'économie ne va pas bien, il y a des usines qui ferment, des choses comme ça, il y a moins de travail, les gens s'en vont, comme ça peut être le cas, dans le centre de la France, là par exemple, le prix de l'immobilier il baisse. Et vous allez perdre l'argent que vous aviez mis au début. Alors que normalement, dans l'immobilier, on est censé en gagner. C'est pas ce que vous souhaitez au début. Ça va diminuer aussi votre flexibilité. Parce que le fait d'avoir de l'argent, ça vous permet, comme on l'a dit tout à l'heure, d'avoir une capacité à se mouvoir beaucoup plus simple. Et vous aurez moins de marge. Vous aurez moins de marge parce que si vous avez le moindre pépin, forcément, ça va vous coûter. En tout cas, mentalement, ça va avoir un impact supérieur. Surtout, ce qui est très rarement pris en compte, c'est ce qu'on ne prévoit pas. Parce qu'on prévoit toujours d'acheter quelque chose, ma résidence principale, d'avoir un toit peut-être pour mes 20 prochaines années, mais on ne prévoit pas tout ce qui va se passer pendant ces 20 prochaines années. Mais au même titre que d'acheter notre premier investissement locatif, on n'imagine pas tout ce qu'on ne connaît pas et qu'on va découvrir au cours du chemin. Je ne suis pas là pour vous décourager, pas du tout. Je suis là justement pour vous renseigner, de vous donner les meilleures informations pour que vous puissiez prendre les meilleures décisions en connaissance de cause. Ce qu'on ne prévoit pas,
Les imprévus personnels. Je vais donner un exemple très concret, la voiture. Aujourd'hui, vous avez une voiture pour aller travailler. Vous n'avez plus de voiture, ça va être compliqué d'aller travailler. Il faudra y aller en vélo, peut-être que 30 minutes de voiture à vélo, ça va être compliqué. C'est un exemple. Eh bien, si vous avez mis tout votre argent sur un seul bien immobilier et que vous n'avez pas gardé un petit peu d'épargne de côté, vous ne pouvez pas racheter une nouvelle voiture. Oui, vous pouvez faire un leasing, ce que vous voulez. Il y a toujours d'autres solutions et après, chacun fait par rapport aux solutions qu'il a devant les yeux, par rapport à ce qu'il a envie de faire de sa vie. Changement de vie. Si vous êtes aujourd'hui en couple, vous faites un locatif à deux, demain vous vous séparez, qui garde le bien, qui s'en occupe? Si tout l'argent est mis dans un bien, est-ce que l'un des deux veut récupérer cet argent? Oui, non, pas forcément. Ça nous amène des questions. Mais comme si vous êtes célibataire et demain vous pouvez être en couple, ok? C'est aussi des questions qu'il faut se poser. Moi, je peux répondre à ces questions-là avec vous. Ça peut aussi vous empêcher d'avoir une opportunité. Imaginez, vous avez mis beaucoup d'argent sur un bien, votre travail vous propose une mutation avec une augmentation de salaire dans une autre ville. Et vous dites, non, j'ai tout mis ici, tout est là, je refuse l'opportunité. Bon, ça peut être le travail, mais comme autre chose, on a toujours des opportunités, il ne faut pas se fermer les portes dans la vie, c'est dommage. C'est comme ça qu'on évolue positivement. Éventuellement, ce qu'on ne prévoit pas, c'est la pression mentale aussi. J'ai dit le sentiment de sécurité. Des fois, on sent des choses, des fois, on ne les sent pas, quoi. Et de temps en temps, quand on a des problématiques, on a trop de charge mentale, et qu'on aurait bien aimé avoir un petit peu d'argent de côté pour régler ces problématiques, et dans la tête, on s'emballe, et on broie un petit peu du noir. Si vous voulez éviter ce genre d'erreur, moi j'ai fait une vidéo avec un récap, 90% des débutants font une erreur, le lien dans la description. Voilà, ça vous permettra de réfléchir un petit peu à ça. Le vrai risque, par rapport à si on revient dans la vidéo justement, le vrai risque aujourd'hui, il n'est pas de tout perdre, cet argent. Ah oui, j'ai donné quelques cas de figure, mais la majorité du temps, statistiquement, ça arrive très peu souvent. Il n'est pas non plus de ne pas avoir de marge, parce que une fois que vous avez mis votre apport, vous pouvez peut-être toujours avoir un petit peu d'argent en économisant et acheter un deuxième bien en faisant un crédit pour ce coup-là. Vous allez être aussi enclin après à recommencer à passer par le crédit. Le vrai sujet, moi, que j'aimerais que vous preniez en considération et qui vous aide justement à prendre vos décisions, c'est la notion de relation au risque. Okay? Comment aujourd'hui vous abordez le risque? Est-ce que le risque, vous le choisissez ou est-ce que vous êtes en train de le subir? Si vous choisissez de faire un crédit, mais que demain vous perdez votre emploi, le crédit, vous l'avez choisi. Ce que vous subissez, c'est la perte d'emploi et la perte de revenus qui vous empêche de payer le crédit. C'est deux choses différentes. Et au niveau du mindset, c'est important de réfléchir à qu'est-ce qui justement est choisi ou subi. Quand vous choisissez votre couple, quand vous choisissez votre lieu de vie, est-ce que c'est votre travail qui vous a forcément forcé à habiter dans un secteur géographique? Bref, mettez tout ça sur le papier, noir sur blanc. Qu'est-ce que vous choisissez? Qu'est-ce que vous subissez? Et du coup, qu'est-ce qu'on subit? C'est là qu'on a des désagréments, parce qu'on ne l'a pas voulu. Et quand on n'a pas voulu quelque chose, et qu'on le subit, je suis désolé, j'ai toujours le même mot, ça fait beaucoup plus... la petite voix dans notre tête, elle continue de parler sans cesse, elle nous dit on aurait dû faire un choix différent. Alors que quand on l'a choisi, on peut qu'être content, et même s'il y a un désagrément, c'est pas grave, on fait avec parce qu'on est en accord avec ça. Est-ce que le risque, il est visible ou invisible? Parce que oui, avoir un crédit, c'est visible de se dire si je ne le paye pas, je vais avoir un problème avec la banque. Ça, vous le savez. Mais ce que vous ne savez pas, c'est les problèmes invisibles. Est-ce que vous aviez pensé que si vous mettiez all-in dans votre maison et que votre maison a une très grosse dégradation que votre assurance ne prendra pas en compte, est-ce que vous aviez pensé que vous pouviez perdre tout cet argent? Et essayez de lister justement des choses qui seraient invisibles auxquelles vous n'avez pas pensé. Vous pouvez vous faire aider d'une intelligence artificielle ou éventuellement on peut voir ça ensemble. Est-ce que votre confort immédiat est plus important que votre liberté future? Ça aussi, ça vous permet de faire des éléments de comparaison avant de prendre une décision. Est-ce que j'ai envie tout de suite d'être bien chez moi ou est-ce qu'en faisant quelques, peut-être 2-3 investissements maintenant, dans 20 ans, je pourrais acheter peut-être une maison plus grosse par exemple, si c'est ce qui vous intéresse?
Souvent, quand on fait des choix immédiats, comme prendre ce petit morceau de sucre qui va nous faire prendre 1 kilo ou 2 en plus, et ben, il n'est pas forcément tourné vers le futur, hein, la santé, vivre en bonne forme physique et compagnie, se sentir bien dans sa peau. Bon, je m'écarte complètement de l'immobilier, mais je veux que vous voyez le parallèle. Plus on prend des décisions long terme et pour le futur, en règle générale, plus ça a tendance à fonctionner, plus on limite le risque, et plus ça paye sur le long terme que des décisions court terme, en règle générale, elles amènent plutôt des dégradations rapidement. Pour conclure sur cette vidéo, l'idée c'est pas de vous dire qu'il y a une meilleure situation qu'une autre. Je ne vous dis pas, ne mettez pas tout votre apport sur un bien, mais sachez que si vous le faites en connaissance de cause, des potentiels risques que vous allez rencontrer. Et donc, si vous rencontrez ces risques demain, vu que vous le savez en amont, vous serez beaucoup plus à même de pouvoir les gérer, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau de la charge mentale, que ce soit au niveau financier aussi. Parce que vous aurez mis en place à côté des structures qui vont vous permettre justement de continuer dans le sens de votre décision initiale et de ne pas vous en vouloir d'avoir. Vous n'avez pas pris une mauvaise décision, vous avez pris une décision et vous avez rencontré une problématique qui vous demande d'effectuer des changements en cours de route. Aujourd'hui, peu importe l'apport que vous mettez sur la table, le crédit que vous mettez sur la table, posez-vous une question essentielle. Est-ce que cette décision me laisse de quoi respirer? Prenez une feuille, un stylo, notez vos objectifs. Et si vous voulez, on peut le faire ensemble. Je vous invite à aller regarder la vidéo, là, les 90% des débutants font une erreur majeure. Ça vous évitera justement de faire ce type d'erreur-là aussi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Val, à bientôt. Ciao!